Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa et de l'espace francophone InfoSag avec l'émission Sageco. Comme tous les lundis, on analyse les comptes rendus du gouvernement. Vous savez que dès vendredi qui est en train de se suivre, sur toujours de pouvoir d'achat, l'économie est en train de s'exprimer en République démocratique du Congo. Le gouvernement a décidé que l'Agence nationale des renseignements, qu'on puisse avoir un département, comme j'ai toujours dit, l'intelligence économique, on doit vraiment revenir comme dans les années de la colonisation où la Belgique avait un projet économique avec la République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, et puis on a vu le ministre avec la communication au niveau du briefing du gouvernement, le ministre Daniel Mukoko Samba a essayé un peu de préciser. C'est autour de ça qu'on va analyser dans ce plateau de Sageco d'aujourd'hui avec des économistes. Il y en a un qui est le professeur, un autre c'est un économiste. Le professeur Omeonga, c'est un habitué. Les internautes sont en train de demander tous les jours en disant le professeur, c'est très très pertinent parce que les questions techniques, et la dernière fois, les gens ont aimé. Les gens ont aimé, mais sauf ils disent qu'il faut qu'on essaie un peu d'amener au niveau où même la population avec une compréhension qui ne soit pas des amphithéâtres et que même les mamans au marché doivent comprendre ce que nous disons, le marketing. Les gens ont apprécié parce que c'est ce qui est obligé aujourd'hui. C'est le gouvernement a décidé. Vous voyez, nous les économistes, maintenant on peut dire que les choses commencent à bouger dans la République démocratique du Congo. Ils disent pas multiplier quelque chose, mais à l'intérieur de l'agence des renseignements, qu'on puisse avoir un département de l'intelligence économique et y compris le pouvoir d'achat. C'est ce qu'on va s'atteler d'aujourd'hui. Ok. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci encore de m'associer à cette tribune de réflexion libre. Intelligence économique. L'intelligence économique, c'est vrai, en tant que discipline, c'est un concept récent. Mais il faut noter que cette intelligence économique remonte déjà en 1961. Il y a un chercheur américain dans son célèbre ouvrage Intelligence organisationnelle où on a trouvé pour la première fois le concept intelligence économique. Donc, si nous parlons d'intelligence économique de manière comme nous étant dans l'école latino-germanique, l'intelligence c'est la capacité qu'a un homme de s'adapter à des situations, à de nouvelles situations, mais à trouver des solutions aux problèmes qui assaillent la société. Donc, s'il faut traduire comme les francophones, c'est que c'est l'intelligence économique, c'est la capacité qu'a un homme à résoudre les problèmes économiques qui se posent dans sa société. Mais il faut, pour comprendre bien l'essence de l'intelligence économique, il faut remonter à son étymologie. C'est un concept anglo-saxon, intelligence business, c'est-à-dire intelligence en anglais, en français, ça veut dire renseignement. Donc, s'il faut être fidèle dans la traduction de ce concept d'intelligence économique, on dirait qu'il s'agit de renseignements économiques. Comme vous êtes du domaine de la presse, c'est quoi les renseignements? Déjà, on part d'abord de la rumeur. Rumeur, c'est une information qui n'a pas de source. De la rumeur, on passe à l'information. Donc, ça, on connaît la source. Mais il faut qu'à partir de l'information, que ça devienne un renseignement. Renseignement, c'est-à-dire, ça permet aux décideurs de prendre des décisions idoines. J'ai toujours dit, celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, les renseignements, l'information, l'intelligence économique, au stade actuel, c'est vers la fin des années 80, avec la fin de la guerre froide, qui opposait des blocs communistes tenus par les Russes, capitalistes tenus par les Américains. C'est à cette année-là que l'intelligence économique devient une discipline autonome et que nous enseignons même à l'université. Donc, en d'autres termes, pour parler de l'intelligence économique, il y a 3 éléments importants, 3 piliers, pour le dire
Nous avons à la base l'information. Il faut recueillir l'information, traiter, l'analyser pour permettre de prendre une décision stratégique. Deuxième élément, c'est quand on a l'information, il faut savoir les stocker. La protection, la sécurité de l'information, c'est là que nous avons parfois des brevets d'invention qu'il faut protéger. Et nous avons on parle des droits des auteurs. Donc il faut protéger quelque chose qu'on a trouvé. Et troisième élément, c'est l'influence. Donc quand on a recueilli l'information, on l'a traité, on l'a analysé, c'est pour permettre aux décideurs d'influencer les marchés en interne comme en externe. Donc aujourd'hui, quand vous remarquez dans des pays organisés comme la France, la Russie, les États-Unis, la plupart des gens qui sont au cœur de l'intelligence économique, ce sont les anciens agents de renseignement. Ce que nous appelons renseignement, mais aux États-Unis, on parle ça les gens de l'intelligence. Parce que les renseignements, en réalité, sont tenus par les gens qui ont une haute intelligence. Donc, ça tombe à point nommé que nous ayons, finalement, l'intelligence économique soit logée dans les services de l'intelligence que nous appelons ici, en RDC, les services de renseignement, l'ANER. Donc, l'intelligence économique, ça permet aux États aujourd'hui de prendre des décisions idoines, des décisions qui permettent d'influencer et de se positionner. Donc, comme nous avons l'intelligence économique à l'ANER, finalement, l'ANER veut faire son travail qu'il faille faire. Parce que dans les temps, quand nous parlons de l'ANER, c'est pour traquer les opposants, pour traquer les gens qui ne sont pas en bonne intelligence avec le régime. Et pourtant, l'ANER, l'intelligence économique, devrait avoir comme vocation de rechercher les infractions économiques et comment traquer tous ces délinquants financiers, économiques, que nous les trouvons ça et là. Donc l'intelligence économique tombe à point nommé parce qu'en réalité, les pays aujourd'hui, les relations économiques ne sont plus idéologiques et sont fondamentalement économiques. Donc l'intelligence économique nous permet de résoudre la guerre économique qui est différente de la guerre pour des mobiles économiques. Parce que ce qui se passe dans l'est du pays, ça c'est la guerre pour des mobiles économiques, alors que ce dont on a besoin de l'intelligence économique, c'est pour résoudre la guerre économique. La guerre économique se trouve dans les marchés. Dans les marchés, il y a guerre économique. Bon, voilà, donc on était avec le professeur, l'économiste est là, intelligence économique et pouvoir d'achat aujourd'hui, des sujets qu'on va analyser. Comment vous trouvez? Le prof a donné quand même l'étymologie du mot intelligence économique et ça signifie quoi? Il a essayé un peu d'aider, mais le Congo aujourd'hui dit voilà, il faut qu'au sein de l'agence des renseignements national, qu'on puisse avoir un département de l'intelligence économique, parce qu'on dit tout le temps que l'économie congolaise est extravertie et que nous dépendons des autres. Vous voyez que le gouvernement de Kinshasa, vous en tant que technicien, comment vous avez trouvé cette annonce du gouvernement et puis au niveau du compte-rendu du gouvernement? Donc c'est ce qui c'est le point important, parce qu'en ce moment, ce sont des sujets économiques qui sont en première position. Merci, monsieur Matita Kizala. Bienvenue d'abord dans ce plateau pour la première fois des Sag Oui, Eco. c'est pour la première fois, lundis, je pense. La dernière émission, nous nous avons passé avec vous sur la chaîne du Congo-Best. Ça me rappelle beaucoup de choses. Et j'ai saisi cette opportunité pour saluer le prof Omeonga, l'éminent professeur. Prof Omeonga. Mon professeur auquel nous partageons les plateaux. Eh bien, la question comportant une utilité très croissante, la question est entrée à la création d'une agence de l'intelligence ou un département au sein de l'agence nationale des renseignements, un département de l'intelligence économique. C'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on regarde on examine réellement l'économie de notre pays, on examine des structures, on examine les cadres, on examine les régies financières. Beaucoup d'économistes, beaucoup de personnes se lamentent. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de régulation, il y a un problème de réglementation. Mais aussi, l'État a compris les déficits. Il a tenu compte du déficit en termes de l'information fiable. L'information auquel pourraient mener les acteurs économiques, même aussi lui, l'État, les régulateurs, les réglementaires
de saisir l'essence ou l'utilité ou la nécessité d'avoir une économie stable. C'est important d'en parler. Et je pense que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement de créer ces départements. Mais le problème se résume non seulement dans la création d'un département, mais aussi il faut doter ces départements d'un logiciel efficace, un logiciel de contrôle et de supervision efficace. Il faut qu'il y ait des moyens, mettre des moyens matériels, des moyens financiers à la disposition des personnes qui vont travailler pour parvenir à saisir la spécificité ou les questions prioritaires qui gangrènent l'économie de notre pays. C'est important d'en parler. Si vous regardez aujourd'hui les problèmes ou la spéculation tourne autour du taux d'échange, et ce sont des facteurs quand on regarde aujourd'hui les faillites ou la déclaration de faillite par des entreprises, les PME, quand on regarde aujourd'hui la culture des tracasseries, dans le secteur. Pour vous, l'information économique n'était pas en mouvement République démocratique du Congo. L'information était là. Mais qu'est-ce qu'est l'information? L'information, c'est un enseignement dynamique et un langage précis déroulant dans le temps et dans l'espace. D'où il faut qu'il y ait l'information fiable, l'information valable et qui correspond ou répondant aux critères de la causalité. Donc, c'est important d'en parler. Aujourd'hui, quand je dis la culture des tracasseries, vous allez comprendre qu'il y a aussi un déficit, comme on a constaté, en termes de l'information. Partout, les acteurs, les opérateurs économiques se plaignent. Il y a les tracasseries partout des policiers, mais qu'est-ce que fait l'État? L'État est borné dans cette contrainte de l'information pour pouvoir détecter les secteurs ou les zones créant d'incertitudes, créant des risques au niveau des investisseurs locaux. Ça, c'est important d'avoir. Mais le département de l'intelligence artificielle n'est pas que... on ne peut pas les regarder, l'intelligence économique, on ne peut pas les regarder toujours sous l'angle ou dans l'optique informationnelle. Il faut voir aussi dans l'autre côté de l'innovation apportée dans l'économie. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une croissance inclusive, on ne peut pas parler d'une croissance pro-pauvre, on ne peut pas parler d'une croissance durable sans qu'il y ait l'innovation. Reconnaissez-vous aussi que ce gouvernement, on voit que les questions économiques sont déjà dans l'espace public, on voit qu'ils parlent toutes les semaines sur l'économie. À mon avis, ils veulent l'aborder. Oui, c'est important d'aborder, mais on va aborder. Il faut saisir la spécificité. Il faut saisir des questions prioritaires. Soit on peut l'aborder, mais on est à côté. Il faut prendre conscience des questions prioritaires de notre pays. Des questions prioritaires qui créent l'incertitude sur l'investissement, l'incertitude ou qui augmentent les risques sur le bien-être de la population. Ça, il faut avoir des informations. Mais je voulais dire que l'initiative consiste aussi à l'innovation au niveau du secteur. Parce que les économies, comme prof a parlé, a cité des pays, je pense, on ne peut pas parler ces pays-là si ces pays sont parvenus à atteindre les niveaux du développement, les niveaux de la croissance dont on a besoin. On parle aujourd'hui de l'industrialisation parce qu'il y a eu un facteur majeur, un facteur clé. Voilà, le facteur, c'est quoi? Le facteur, c'est quoi? C'est l'innovation. L'économie actuelle, notre économie est purement traditionnelle, empirique. Aujourd'hui, on parle même du cadre macroéconomique où il n'y a pas de cadre. L'autre jour, nous avions parlé. On ne peut pas avoir la stabilité sans cadre. On ne peut pas avoir une économie stable. On va revenir vers vous. Donc, on ne peut pas avoir la stabilité sans cadre. L'économiste qui est en face, il dit, oui, c'est bien, on peut avoir un département au sein de l'Agence nationale des renseignements, mais il faut donner des moyens, il faut apporter des touches nouveaux avec l'innovation. Et créer un logiciel. Donc, amener le système informatiser qui peut permettre que ça devienne du point de vue pratique. Vous êtes praticien, vous aimez beaucoup que ça soit comme les anglo-saxons. Alors, est-ce que vous êtes de même avis avec l'économiste qui est en face de vous?
Ok, bon, donc, je tiens d'abord à vous remercier de m'associer à ce débat avec mon disciple qui, pour moi, constitue la relève. Parce que si nous sommes professeurs, c'est entre autres préparer aussi la relève. Donc, non, je suis d'accord avec, vous me rappelez le nom, avec mon disciple Arnaud. C'est vrai que dans ce pays, au risque de me répéter, les réformes se limitent seulement au niveau de l'initiation, au niveau des lois. Et je vous dis, j'ai fait 6 ans au Parlement comme assistant parlementaire et je peux vous garantir et vous rassurer que autant nous connaissons l'inflation économique, autant nous connaissons aussi l'inflation législative. Nous sommes l'un des rares pays qui produit à profusion les textes des lois. Mais le problème qui est à ce niveau, c'est le problème de la mise en œuvre des lois, des textes, des initiatives. C'est une initiative louable. Nous ne sommes pas à la première initiative. Le problème, ce n'est pas de créer un département. Créer un département est une chose. Mais la mettre en œuvre, la faire respecter par rapport aux objectifs pour lesquels elle doit atteindre, c'est ça la grande question. Si nous, jusqu'à ce jour, nous pataugeons, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'initiative. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Non, ces choses peuvent être là. Mais est-ce qu'on donne tous les moyens qu'il faut, comme je l'indique? Vous savez, dans tous les pays du monde, c'est le service de renseignement qui est le service le plus pointu, le plus outillé, parce que, en définitive, tout régime vaut ce que valent ces services de renseignement. Donc, si on place ces départements au niveau de l'ANER, c'est une bonne chose. Parce que j'ai toujours dit, ainsi, au lieu de... à l'intérieur de l'ANER. C'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est venu tard, mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Parce qu'on a été à beaucoup d'initiatives comme celle-là, mais qui se sont révélées par la suite des morts-nés. Le problème, ce n'est pas d'initier, de mettre un département. Est-ce qu'on donne tous les moyens qu'il faut pour s'attendre à des résultats probants? Mais on peut mettre ce département, ça c'est une bonne chose. Mais est-ce que ce département a tous les moyens qu'il faut pour faire de l'investigation, pour faire dénicher tous les crimes économiques latents comme réels, de manière à permettre aux décideurs d'avoir une information utile, lui permettant de prendre une décision utile. Parce qu'on ne peut pas, finalement, la décision c'est un choix. Mais pour opérer un choix, il faut disposer des moyens. Et entre autres, les moyens, c'est les renseignements. C'est-à-dire qu'on décide en connaissance des causes. Or, l'outil qui peut nous ramener ces informations économiques, qui peut nous permettre, qui peut faire de la prospective, parce que l'économie, c'est aussi la prospective, savoir dire que d'ici 5 ans, et je me suis toujours posé la question, s'il y a un ministère du plan, pourquoi faire? Parce qu'un ministère du plan pouvait faire des études de prospective pour nous dire... Pour vous, il devait faire quoi? Il devait faire quoi? Donc, qui? Le gouvernement. Non, le gouvernement, au risque de me perdre, il faut un gouvernement stratège, un État stratège, pas un État qui subit les actions. C'est un État qui anticipe. Mais malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Vous mettez une structure comme celle-là. Est-ce que vous lui dotez les moyens qu'il faut? On ne peut pas, ça serait hâtif pour l'instant, pour tirer des conclusions. C'est encore au début. C'est au début. Mais au regard de l'expérience que ce gouvernement nous a habitués, je préfère, du reste, je suis optimiste de nature, mais pour cette question-là, je préfère être un optimiste lucide. Parce qu'on n'est pas toujours à la première. Le même gouvernement nous a promis beaucoup de choses. Si vous voulez, on peut les rappeler. Il nous a dit, déjà à l'entrée, ce régime, voulais-je dire, que le sol va prendre la revanche sur le sous-sol. Est-ce que la bataille a déjà commencé? J'en doute. Donc, il y a par exemple Bukangalonzo. Non, ça c'est une mauvaise expérience. Bukangalonzo, vous êtes économiste. Vous êtes économiste. On jauge la rentabilité d'un projet par rapport aux États. Est-ce que Bukangalonzo a été créé? C'est pourquoi? C'est pour pouvoir aux besoins locaux et les besoins nationaux. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que ce parc agro-industriel a réussi à résorber même de moitié les moyens que nous distillons pour importer les déchets alimentaires? Je ne pense pas. Nous continuons encore à parler de maïs.
Nous continuons à parler de tous ces produits. Mais le service national, non? Ici, Non, les services nationaux, s'il arrive à couvrir peut-être une partie du Katanga, est-ce que si les services nationaux fonctionnaient normalement, on ne pouvait pas voir 6 ministres à la recherche de maïs? Vous vous rappelez? Ne soyons pas amnésiques. Vous vous rappelez, il y a 6 mois, on a vu 6 ministres à la recherche de maïs. Et si service national, comme vous le dites si bien, avait une production qui permet de couvrir les besoins locaux, est-ce qu'on peut voir 6 ministres à la recherche de maïs en Zambie et partout ailleurs? Je pense que... Ça tombe bien que le deuxième sujet, la deuxième thématique, c'est le pouvoir d'achat, prof. Le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Le gouvernement s'attelle. Parce qu'il y a même quelqu'un qui a dit qu'il se battait pour réduire le pouvoir d'achat. Non, je pense. Le pouvoir d'achat, c'est quoi le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat s'apprécie à la capacité qu'a une unité monétaire à acquérir d'autres biens sur le marché. Et pour avoir un bon pouvoir d'achat, il faut avoir au départ d'abord un bon revenu. Parce que c'est le revenu qui nous permet d'acquérir les biens sur le marché. Mais pour avoir un bon revenu, il faut une bonne politique salariale. À la précédente émission, je vous avais dit, dans tous les pays du monde, il y a une politique salariale, il y a la tension salariale qui n'existait pas. En France, par exemple, on ne parle même plus de SMIC. En France, on parle de SMIC, salaire minimum interprofessionnel pour la croissance. Mais à ce jour, dès lors que les fonctionnaires de l'État, les agents publics de l'État, et même dans les secteurs privés, il n'y a pas de SMIC. Donc, les salaires, à son sens exact, n'existent pas parce que les salaires doivent être fixés en fonction du SMIC. Les SMIC, c'est quoi? C'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est-à-dire les salaires en deçà duquel personne ne peut payer son travailleur. Ça n'existe pas. Peut-être sur papier, on peut dire que $100. Est-ce que quand vous êtes un journaliste d'investigation, quand vous essayez un peu de parcourir dans tous les secteurs de la vie nationale, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui touchent $50 ou moins de $50? Donc, si on le fait, donc les salaires n'existent pas, les SMIC n'existent pas. Améliorer le pouvoir d'achat, c'est commencer par améliorer les revenus. Garder la stabilité de la devise nationale, les francs congolais. Parce que, prenons le cas qui est le nôtre. Vous savez, dans ces pays, les professeurs d'université ne vivent que des primes. Initialement fixé depuis 2017, depuis 2016. En principe, chaque professeur d'université devrait toucher $2,000. Paraît-il que vous êtes parmi ceux qui font vraiment le grand pactole. C'est un gros mensonge. Les gens qui paient... Vous savez que dans ces pays, 65% des budgets sont alloués au service, au train de vie des institutions politiques. Alors que si on veut améliorer le pouvoir d'achat, il faut renverser, à changer de paradigme. Au lieu que les gros des moyens soient pour des politiques, pour des institutions politiques budgétivores, on donne ces gros des moyens à la production, mais aussi aux dépenses sociales, en payant bien les professeurs. Aujourd'hui, les professeurs, aucun professeur n'a plus de $1,200, alors qu'on devrait payer chaque professeur. Mais pourquoi nous sommes à Bibois? Pourquoi on parle tant de pouvoir d'achat? Pourquoi devons-nous récupérer le pouvoir d'achat? C'est parce que théoriquement, on nous a mis dans une position où on nous paye à un taux inférieur au taux réel. C'est-à-dire, on continue à nous payer avec 1600. 1600 alors que le dollar aujourd'hui est à 2000. $1, c'est 2850. Et quand on continue à payer quelqu'un à 1600 ou à $1,700, c'est de l'illusion, l'illusion monétaire. Le gouvernement qui est arrivé a amélioré un peu Il a amélioré quoi? Moi, je vous... Par rapport au tranche que vous touchez avant, non? Non, augmenter, mais il faut augmenter de manière substantielle. Ça, c'est l'illusion monétaire. Si vous augmentez de manière nominale, alors que la vraie valeur, c'est la valeur intrinsèque. Pourquoi nous nous battons pour le pouvoir d'achat? Pourquoi nous voulons que nous devons récupérer le pouvoir d'achat? Et il faut que les salaires, dans des pays comme les nôtres, il faut que les salaires soient indexés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils gardent, on fixe les salaires en dollars, mais on paye l'équivalent de $2,000. Est-ce qu'il y a un Congolais, un professeur d'université qui touche l'équivalent de $2,000? Il n'y en a pas. Et pendant ce temps, malgré que la Première ministre nous a dit que personne ne sera payé en devises étrangères, en dollars, mais
rassurez-vous que les ministres, les députés et tous les autres ils sont payés en dollars. Aux grandes dames, c'est la victime ou les victimes, les dindons de la farce, ce sont les ménages, ce sont les professeurs d'université, ce sont les fonctionnaires. Donc le pouvoir d'achat... Les professeurs d'université, parmi ceux qui prennent des véhicules en crédit encore en Impérium au quartier du Congo, les gens nous suivent, hein, vous savez, même dans l'espace. Quel véhicule? Non, il faut corriger vite. Non, attendez, je corrige vite. Parce que c'est qu'on semble dire à l'opinion. Jusque-là, moi-même, je n'en ai pas. On a pris un échantillon de nos aînés, les profs émérites, et pas tous, qu'on a remis. Et ces véhicules-là, ce n'est pas un don, mais c'est un droit. C'est un emprunt. Ce n'est pas même un emprunt. Laissez-moi vous dire. Parce qu'on a calculé de 2017 à 2021, on devrait en principe donner à chaque professeur 40 000 $, de manque à gagner par rapport à nos émoluments. Et le gouvernement s'est dit, le gouvernement de l'époque, il dit qu'il n'avait pas suffisamment de moyens pour donner à chaque professeur 40 000 $, mais il peut tout au moins donner la compensation. Il devrait, en principe, nous donner des véhicules équivalents à 40 000 $, qui est notre droit. Ce n'est pas un don. Mais jusqu'à ce jour, nous sommes en 2024, en tout cas, il y a sur 3 000 professeurs, il n'y a que 80 ou 100 professeurs émérites qui ont bénéficié de cette compensation, qui dirait ce n'est pas un don, c'est un droit légitime que nous continuons à réclamer. J'ose croire, la Première ministre qui est là, qui est économiste comme vous, j'ose croire qu'il pourra, et même notre ministre de l'enseignement, qui est aussi professeur des universités comme moi, il pourra poser cette question lors du prochain Conseil des ministres et trouver la solution. Donc ce n'est pas un don. Monsieur Arnold, le professeur, je pense que vous allez regarder le pouvoir d'achat même des ouvriers ou ceux qui sont d'en bas, parce que le professeur, il a frôlé plus sur la partie des professeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque en tant que technicien? Pourquoi le pouvoir d'achat, le pouvoir de consommation des Congolais, on dit ça frustre? Merci. Vous savez, les présidents... Et on doit faire quoi? Il faut proposer aussi. Il faut proposer dans ces plateaux. Il faut des propositions. Le président de la République, Félix Tshisekedi. Son Excellence, M. Félix Tshisekedi. Et lors du discours de son investiture, s'est établi sur des points comportant une utilité capitale. Et parmi les objectifs ciblés du président de la République, il a pointé un objectif de la protection du pouvoir d'achat. Et il faut en préciser, la protection du pouvoir d'achat de la population grâce à la stabilisation des taux d'échange. Donc, par là, vous allez comprendre que le président de la République, d'après sa prégnance symbolique, sa conception, il peut penser que le pouvoir d'achat de la population se déprécie grâce à un seul facteur, qui est le taux d'échange. La volatilité du taux d'échange. Mais si c'était ça, il ne devait pas prendre des mesures avec 9 produits et des grandes consommations. Si c'était ça, il ne devait pas interdire, par exemple, les boissons sucrées. Voilà, donc c'est parce que vous dites que c'est un seul facteur. C'est ce que je comprends. Il a pris, d'après lui, dans son discours, il a dit un de ses objectifs était de protéger le pouvoir d'achat de la population grâce à la stabilisation des taux d'échange. Donc, d'après lui, ce qui cause des désastres au pouvoir d'achat, il n'y a qu'un seul facteur, un seul facteur, les taux d'échange. Les taux d'échange. Or, quand on regarde, le professeur vient de parler, il a parlé de quoi? Des salaires. Or, au-delà du taux d'échange, il n'y a pas qu'il y ait de taux d'échange. Il y a plusieurs facteurs. Et pour examiner la dépréciation du pouvoir d'achat, il faut cibler, il faut faire l'approche par le haut, l'approche comparative de chaque secteur. Les secteurs où le taux de pose vainqueur est plus élevé, tel que nous avons le secteur immobilier, le secteur Qu'est-ce qu'on doit faire, par exemple, dans le secteur immobilier pour que ça change? Ah, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je voulais dire, aujourd'hui, le problème du pouvoir d'achat, on ne peut pas protéger le pouvoir. On peut augmenter les salaires. On peut augmenter les salaires aujourd'hui. Mais si la régulation au niveau des prix ne s'impose pas, si
la réglementation des prix, ça serait inutile. On a augmenté les salaires des fonctionnaires publics, on a augmenté les salaires des militaires, on a augmenté les salaires des enseignants qui touchaient auparavant 250 000 jusqu'à 400 000 aujourd'hui, les autres 450 000. Mais ils pleurent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Aller au marché. Qu'est-ce qui détruit le pouvoir d'achat? Aujourd'hui, quand vous regardez les secteurs où les taux de pause bancaire sont plus élevés, j'ai dit les secteurs énergétiques, les secteurs de la télécommunication, les secteurs immobiliers, et surtout dans les secteurs immobiliers, vous allez constater qu'il y a une forte crise d'abordabilité. Dans la mesure où un Kinois sur 4 ne possède pas les droits de propriété d'une parcelle ou d'un logement. Ce sont des locataires. Donc, 3/4 des Kinois sont des locataires. D'où provient la crise d'abordabilité dans les secteurs immobiliers? Dû par les zones rurales. Les gens quittent les provinces en difficulté. C'est pour ça qu'ils ont mis PEDEL, non? PEDEL, c'est pour permettre que la ruralité fonctionne. Mais ça ne va pas fonctionner. Parce que pour parler du fonctionnement, il faut faire preuve des indicateurs de performance. Il faut faire preuve des indicateurs de performance au niveau du leadership. Il faut faire preuve des indicateurs de performance au niveau de la croissance, du développement, du secteur entrepreneurial. Il faut créer un climat d'affaires propice. Aujourd'hui, même les niveaux d'éducation dans des provinces, dans des autres provinces, vous allez comprendre, ça se situe en bas d'échelle. En bas d'échelle, même ça quitte à ça. Les gens quittent. Et quand ils se retrouvent ici, ils sont tous des locataires. Qu'est-ce qu'ils font? La loi de base de l'économie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus la demande en termes de logement augmente, et que plus la disponibilité ou plus les possibilités d'accorder ou de répondre à cette demande se situent en bas d'échelle, c'est-à-dire inférieure à la demande, ça crée directement l'augmentation du prix des logements. 30% des salaires des Congolais. Cette partie, 30%, d'après les études menées par PNID, d'après les études menées par l'Agence américaine pour le développement international, USAID, stipule que 30%, une grande partie du revenu du ménage congolais, c'est celle qui est affectée dans les dépenses et entrées au logement. Vous allez donner à quelqu'un un salaire nominal de $100 et il paye un loyer, un logement de $50, il reste combien? Et les transports. Les secteurs des transports. Aujourd'hui, le gouvernement de la République s'est engagé même à subventionner 3 sociétés pétrolières, à savoir Cobil, Total et Gel, d'une subvention équivaut à 190 millions de dollars, 190 millions libérés en dollars américains. Pour faire quoi? C'est pour protéger le pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans ce secteur? Il y a un vrai problème. Les prix ne cessent de subir la volatilité. Qu'est-ce qui doit se faire? Alors, au lieu de rester qu'à constater. Non, moi, maintenant, en tant que technicien, premièrement, on doit faire quoi dans tous ces secteurs? Qu'est-ce que je fais? Oui. Il faut faire un tour. Oui. Pour dire qu'il n'y a pas que les taux de change. Les taux de change, c'est un facteur indirect à la dépréciation du pouvoir d'achat. Les premiers facteurs, c'est l'inflation. Oui. L'inflation qui déprécie le pouvoir d'achat. Alors, pour faire face à l'inflation, qu'est-ce que dit l'FMI? L'FMI reconnaît que l'augmentation du niveau général des prix, c'est nourri de l'augmentation des profits des entreprises. L'FMI reconnaît que l'augmentation du niveau général des prix, c'est nourri de l'augmentation des profits des entreprises. C'est-à-dire, par là, vous allez constater que l'FMI constate que les entrepreneurs, des opérateurs économiques exerçant plus dans l'exportation dans notre pays, créent un comportement purement capitaliste. L'augmentation des profits. D'où, qu'est-ce que nous devrions faire? Voilà, pour parvenir. On va donner la parole de l'autre côté. Mais moi, je vais parler 5 minutes. Oui. Je vais terminer l'idée, ça va m'échapper. Oui, allons-y. Laissez-moi terminer. Oui, mais moi, j'ai le chrono. Hein. Ah, oui. L'FMI a reconnu qu'il y a un problème au niveau de quoi? Des profits des entreprises. Les entreprises créent un climat. Leur comportement crée un climat
purement capitaliste d'augmenter les prix sans cesse. Pourquoi? Parce que nous aimons plus importer. Nous aimons plus appeler les investisseurs étrangers. Oh, qu'est-ce qui fait le succès des investissements étrangers? C'est la réussite des entrepreneurs locaux. Si les investisseurs étrangers constatent qu'un climat d'affaires n'est pas propice, les entreprises créées dans notre secteur tombent en faillite au cours de 1 à 5 ans de leur exercice, de leur création. Il y a un problème. Qui viendra? Ça va, on a bien compris qu'il y a un problème et on passe la parole de l'autre côté. Faut revenir, prof. Il dit, normalement, il faut réguler. Et le problème, c'est l'inflation. Maintenant, on doit faire comment pour que l'inflation... Non, je crois nous sommes dans l'économie du marché. J'ai toujours reconnu que l'État peut jouer le rôle de régulation et même de facilitation, mais dans une économie de marché comme la nôtre, il y a des secteurs, un seul secteur qui est régulé par l'État, c'est le secteur de l'énergie. C'est, comme il a parlé des stations-service dans notre pays, aucune station-service ne peut faire appliquer la vérité des prix, comme ça peut se faire dans tous les secteurs. C'est à ce secteur que l'État intervient pour réguler et pour fixer les prix. Le secteur de l'énergie, mais aussi le secteur de l'énergie, là, ça tend aussi électricité, et l'eau. Donc, et c'est ainsi que, par exemple, dans le secteur de l'énergie, du pétrole fossile, dans notre pays, si on devrait faire jouer la vérité des prix, à la pompe, on devrait acheter 1 litre d'essence à 5 400 francs congolais. Mais comme vous le savez, l'économie de l'énergie, si on augmente les prix de litre d'essence, de l'essence, ça aura une répercussion dans tous les secteurs de la vie nationale, parce que l'énergie, c'est le lubrifiant de l'économie. Voilà pourquoi l'État fait un accord avec les stations-service de manière à ce que les manques à gagner que ces stations-service acquises du fait de continuer à vendre à 3 450, les suppléments là, c'est l'État qui supporte. C'est une subvention, mais ça s'est fait. Il supporte, même en France. Hein. Il supporte, mais à la seule différence ici chez nous, l'État est souvent n'arrive toujours pas, comme c'est un État insolvable, il n'arrive toujours pas à compenser. Et c'est ainsi que par moment, on arrive à des situations où les pétroliers se décident de ne pas vendre les pétroles parce que l'État, et jusqu'à ce jour, déjà il y a 6 mois, l'État devait au moins 500 millions de dollars à toutes ces stations-service. Ils font des compensations par rapport à la redevance pétrolière qui devrait payer, que l'État compense, mais l'État devrait aussi payer, mais il ne le fait pas. Maintenant, les problèmes de la... Comme mon disciple dit que FMI a dit que les problèmes de prix... Monsieur Alexandre. Et c'est l'effet, Monsieur Alexandre dit que c'est l'effet de vous, les entrepreneurs, qui exagérez un peu par rapport au profit que vous voulez à tout prix récupérer. Excusez-moi, je vois beaucoup plus dans l'axe culturel francophone. On dirait qu'on met en première position beaucoup plus en situation de bouc émissaire les entrepreneurs. J'ai jamais non, c'est un faux procès. Pourquoi? Parce que dans un marché concurrentiel, les prix est fixé à la rencontre de l'offre et de la demande. Plus on a, moins ça coûte. Moins on a, plus ça coûte. Donc, si vous exagérez les prix
quelqu'un d'autre va baisser parce que les prix sont fixés en fonction des charges d'exploitation. Et la marge bénéficiaire pour le secteur commercial, c'est de 20%, pour le secteur industriel, c'est 30%. Donc, si vous exagérez, ce qui aggrave la flambée des prix, c'est la quantité de biens et services en circulation. Raison pour laquelle, par moment, et très souvent, nous recourons à l'importation pour compenser les besoins réels exprimés par les marchés. Donc, un entrepreneur qui prendrait le risque d'exagérer les prix, mais quand tu exagères les prix, je vais ailleurs, là où... Parce que l'un des éléments qui détermine la décision de l'achat pour les consommateurs, c'est les prix. Rappelez-vous, les 4 P, les marketing mix. Pour nous voir les offres aujourd'hui, le service après-vente n'existe pas et ce n'est pas uniquement le prix. Le service qu'on donne ici en République démocratique du Congo aux consommateurs, ça pose aussi problème. Hein. Non, le service, ça pose problème parce que, comme je l'ai dit, que le marché congolais est tellement étriqué, la véritable concurrence, la théorie même des 4 P, des 5 forces du porteur, du Miguel Porter, n'existe pas. Le marché est tellement étriqué, on ne parle véritablement des marchés concurrentiels quand il y a une intensité concurrentielle, c'est-à-dire il y a une présence massive des entrepreneurs, mais aussi une présence massive des consommateurs. Et pourtant, les consommateurs... Quand le gouvernement décide de dire, ben voilà, on va protéger les acteurs locaux en fermant par exemple les frontières, on a vu le cas avec... Non, moi je suis pas de cet avis. Je crois que le protectionnisme économique auquel il veut se référer, ce n'est pas en interdisant que les autres viennent. Non, créer des conditions qui vont obliger les importateurs à importer. Vous n'allez pas interdire à quelqu'un, mais si déjà la production locale n'arrive pas à couvrir les besoins, il y aura toujours de l'importation, sinon même de l'importation frauduleuse. Ce qu'il faille faire, protéger la production locale, protéger les entrepreneurs, c'est d'apporter des subventions aux entrepreneurs locaux pour qu'ils deviennent compétitifs en produisant, et c'est ça même la théorie de l'économie d'échelle, en produisant à moindre frais, et comme ça même le prix de vente sera aussi bas, de sorte que quand les produits exotiques arrivent, ne vont pas faire face. Je vous donne pour l'illustration. Vous savez que en 86, 87, même 90, on avait des usines textiles ici. Itex Africa. Pourquoi l'une après l'autre a fermé? C'est parce que quand les produits chinois, les wax chinois arrivent, pendant que vous vendez à $10, les wax chinois à $6, c'est clair. Nos mamans qui aiment porter l'épargne, ils préfèrent les wax chinois. Et c'est toutes choses restant égales par ailleurs. Et toutes ces usines textiles, l'une après l'autre, ils ont fermé parce qu'ils n'ont pas supporté la concurrence, ils n'ont pas supporté l'invention des produits exotiques. Le problème, ce n'est pas de fermer, considérer, pratiquer une sorte d'autarcie. Même la Chine, qui à un certain moment a pratiqué l'autarcie, il a fini par s'ouvrir. Le problème, c'est il faut appuyer, il faut soutenir les acteurs locaux. Les acteurs locaux doivent bénéficier de l'accompagnement, du soutien de l'État. Non, pour être compétitif, il faut avoir des moyens. Parce que la compétition, c'est ça même l'intelligence économique. La guerre économique sur les marchés. Les plus forts résistent, les faibles disparaissent. Mais pour que vous deveniez fort, vous vous lancez dans les secteurs médiatiques. On trouve que vous avez de la consistance et il vous manque de moyens. L'État vous accompagne. Il vous accompagne par quoi? Par l'assouplissement fiscal. Il vous accompagne comment? Par une politique d'octroi de crédit. Pour de manière à ce que vous ayez suffisamment de moyens. Il n'y a pas longtemps, pour le pouvoir d'achat, ils ont baissé 9 produits. Non? On élimine les taxes et les parafiscaux qui étaient là-dedans, pour que le prix baisse et que la population se retrouve. Non. C'est ce que le gouvernement fait tout à l'heure. Et de ça, c'est de la cosmétique. Moi, je pense que ce qu'il faille faire, c'est accroître la production locale. Le problème, ce n'est pas accroître la production. Est-ce que dans un pays comme le nôtre, une merveille agricole, nous avons un potentiel de au moins 80 millions de terres arables et 40 millions de terres irrigables. Est-ce qu'on peut recourir à des cosmétiques comme celle-là?
Et le problème, c'est les gros des moyens là que nous entretenons les institutions politiques. Si nous orientons le secteur productif, principalement dans le secteur agricole, ça va booster et à cela, créer l'interconnectivité entre les lieux de production aux lieux de consommation. De manière à ce que, parce qu'il y a des paysans qui produisent des maïs, qui pourrissent parce qu'ils ne peuvent pas les acheminer jusqu'à la capitale, jusqu'à dans des villes. Et quand ça pourrit, vous avez produit 100 sacs. L'année prochaine, vous n'allez pas produire. Donc, il faut, encore une fois, au risque de me répéter, ramener l'énergie dans les milieux ruraux, c'est-à-dire moderniser nos villes. Et on va assister à l'exode urbain et la créer à production dans l'arrière-pays viendrait dans la capitale et les biens et services seront abondants sur les marchés et les prix eux-mêmes vont se réguler parce que plus on a, moins ça coûte. Mais tant qu'il y aura pénurie des produits locaux et que nous allons nous contenter aux produits exotiques, et les produits exotiques, il faille des dollars, et très souvent avec, vous avez dit l'autre fois ici, on est passé de 11% à 25% comme taux directeur à la Banque centrale, donc les loyers de l'argent, les taux d'intérêt deviennent tellement exagérés, excessifs, donc même les importateurs, les banques commerciales ne peuvent pas se recapitaliser, se refinancer auprès des banques centrales. Et conséquence, tant qu'on n'a pas mis des conditions optimales d'opportunités économiques, en encourageant d'abord et surtout les producteurs locaux pour que ces producteurs deviennent compétitifs et quand ils viennent au marché avec les produits d'importation, que nos produits deviennent beaucoup plus donc accessibles à toutes les bourses des ménages et ainsi vous les producteurs locaux, les entreprises locaux seront beaucoup plus compétitifs et cette question d'empêcher, d'interdire l'importation n'aura pas aucun sens parce qu'eux-mêmes ils vont se décourager parce que le marché sera fortement inondé par les produits locaux et c'est dans ce sens-là que dans le cadre de ma fondation je plaide pour la préférence nationale. Je sensibilise les Congolais pour que les soldats qui ont été hier des consommants congolais, et pour consommer congolais, il faut produire d'abord congolais. Il faut que la production revienne, parce que la production étant devenue une denrée rare, et tout ce qui arrive, c'est le fait que nous sommes totalement, exclusivement dépendants de l'extérieur, et tout notre ventre est entre les mains de l'extérieur. Tout ce que nous pouvons faire entre les mains de l'extérieur est conséquence chaque fois que même il y aura une récession sur le plan international avec la guerre. Vous savez, la guerre en Ukraine et maintenant au Moyen-Orient. Tout ça, tous ces facteurs conjugués aura des impacts pervers, des effets pervers sur l'économie qui reste économie extravertie, une économie grande. Donc voilà, il faut booster la production intérieure. C'est la voie de sortie. La chaîne des entrepreneurs et des investisseurs de l'espace francophone InfoSag. Nous sommes déjà arrivés à la fin. On a même dépassé l'heure prévue, le minutage de l'émission. Bon, c'est toujours les mêmes problèmes ici. 10 secondes. Je pense que... Pourquoi 10 secondes? Parce que ça passe, vous voyez, les questions techniques. C'est comme si on a l'impression qu'on ne vole pas l'air, mais on est en train d'avancer. Bon, là, si je vais placer mon dernier mot, je dis que, vous savez, les questions techniques demandent aussi un minimum. Vous voulez dire un optimum de temps. Vous savez, quand vous nous prenez pour une question aussi importante comme celle-là et que vous nous opposez la contrainte temporelle, très souvent, nous ne sommes pas bien suivis par mes apprenants disséminés. Nous sommes suivis et que peut-être ils ne peuvent pas percevoir la portée exacte du message. Donc, encore une fois, je demande aux chargés du programme de voir quand il s'agit de questions aussi importantes comme celle-ci, en tout cas particulièrement pour le prof Omeonga, il faut lui ajouter toujours 10 minutes supplémentaires. En tout cas, vous êtes parmi. Sinon, le prof Omeonga pouvait se voir dans l'obligation de sécher et trouver ailleurs où je peux avoir beaucoup d'espace pour m'exprimer. Le programme, c'est quelqu'un qui nous accorde à chaque fois le ministre supplémentaire quand vous êtes dans le plateau. Comprenez que nous diffusons sur le digital et que la logique de la télévision aujourd'hui, c'est plus les mobiles. C'est pour cela qu'il faut que tout ce qui nous suit
essaye un peu de prendre ce temps, mais tout ça, nous prenons en considération. Mais c'est, en tout cas, quelques secondes, le prof a déjà conclu. Et cette question est vraiment tellement fondamentale. On va retourner avec cette émission et avec les experts pour que nous puissions continuer. SAGECO, c'est pour les experts, c'est pour les professeurs d'université, les gestionnaires, les administrateurs de l'État. Et nous sommes là pour analyser et proposer l'ici pour l'économie africaine et francophone, pourquoi pas l'économie congolaise. Merci pour l'invitation. C'est un grand honneur et un grand plaisir d'être sur ce plateau. Ça fait des jours, c'était prévu que je vienne depuis l'année passée, le mois de janvier. J'étais un peu trop occupé, mais au moins, c'est bien passé. Je suis content et fier de la qualité du débat et la qualité des questions, la façon des questionnements, mais aussi à ceux qui nous regardent. Il faut avoir un esprit entrepreneurial, un esprit positif, écouter le gouvernement et regarder, revendiquer, c'est important. Nous vous remercions. En tout cas, quant à moi, je dirais à ceux qui nous suivent, parce qu'ils sont nombreux dans la communauté francophone aujourd'hui, qui écrivent, qui continuent à nous soutenir en likant, en partageant, et puis pourquoi pas proposer les thématiques économiques qui engorgent beaucoup plus l'écosystème francophone, parce qu'on dit les anglo-saxons sont en avance, et cette chaîne, c'est pour que la créativité, nous allons recevoir même demain ceux qui sont de Washington, mais qui sont actuellement à Kinshasa. On va les recevoir dans ce plateau pour que nous continuions toujours à prôner. Prof, en tout cas, nous vous remercions parce que tous les jours, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes là quand on a besoin de vous. Chaque fois que vous m'invitez, je me fais violence pour être là parce que j'estime que c'est ce genre de tribunes qui peuvent participer à la construction de notre pays. Un pays qui est monocolore et un pays où on ne favorise pas la pluralité des opinions, c'est un pays qui est condamné à sa disparition. Je crois qu'il faut encourager davantage. J'interpelle vos confrères et d'autres chaînes pour avoir des émissions spécialisées comme celle-ci. Mais là, il faut avoir la technicité aussi, parce que les émissions économiques... Ça manque. Nous voyons dans toutes les télés... À longueur de journée, des émissions de variété. Je ne suis pas contre les musiciens et même les acteurs de théâtre, mais qu'on nous réserve aussi une place de choix pour des questions économiques. Parce que nous vous remercions. En tout cas, la chaîne InfoSag est là pour toutes les experts, les questions économiques, et nous sommes là pour vous recevoir et autour des thématiques. Quant à moi, je remercie aussi ceux qui nous suivent, en tout cas, et puis l'équipe technique, parce que les femmes et des hommes qui sont derrière les caméras et les machines, qui permet que SAGECO soit une émission qui réalise les thématiques du moment. Et quant à moi, prochain numéro de SAGECO. Merci. À la prochaine. SAGECO. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo.